Coucou tout le monde, premier live avec Sandra qui, comme moi, est consultante en évolution professionnelle et on va vous parler des perspectives d'évolution en 2025. On va répondre à vos questions. Je suis allée chercher le classement LinkedIn des métiers les plus porteurs pour 2025. Ça va nous faire une base de discussion. Mais on est là avant tout pour répondre à vos questions. Sandra, bienvenue. Tu es consultante en évolution professionnelle à Paris. Je suis passée à Paris, tu m'as dit hey, coucou, viens, on va prendre un café. Et voilà, on s'est bien entendu. On s'est dit c'est l'occasion de faire des lives ensemble et des événements et tout. C'est très cool. Sandra, comment ça va? Bonjour à tous, bonjour Nathalie. Écoute, ça va bien. Heureuse d'être là et de m'avoir invitée pour ce premier live. Et puis très heureuse de partager avec l'audience, les gens qui seront là. Voilà. Ok, on est hyper content de t'avoir. Alors sachez que je suis en double sur l'écran, dont un côté on ne voit pas en vidéo parce qu'il y a un problème de prise de son en fait entre l'image et l'ordi. Voilà, donc j'apparais en 2 fois, c'est pas vraiment gênant. Ça n'empêchera pas de faire le live. Est-ce que tu veux dire quelque chose avant qu'on démarre, Sandra, aux gens? Moi, je voudrais juste leur dire que pour moi, un projet d'évolution, c'est un projet qui est travaillé. Et qu'à partir de là, en fait, le plus important, c'est d'essayer, en tout cas, d'explorer le plus de possible. Donc, en tout cas, si je devais porter une résolution professionnelle pour 2025, ça serait celle-là. Voilà. Prenez le temps. Prenez le Oui, temps de poser aussi. les choses, de bien préparer le projet. Vous lancez pas sur un coup de tête dans le dernier truc à la mode. Les projets aux petits oignons sur mesure par rapport à votre profil à vous sont toujours les meilleurs. Qu'est-ce que t'en penses? Tout à fait. Parce que Ouais. l'idée, c'est vraiment d'adapter son projet à soi et pas à ce que pensent d'autres personnes par rapport à nous-mêmes et de trouver voilà, ce qui nous correspond le plus possible. Et c'est vrai que j'ai moi-même fait l'expérience de la reconversion professionnelle et en ayant préparé mon projet, participé à des ateliers de réflexion un peu divers et variés, ça m'a permis en fait de repenser plein de détails ou même des sujets que l'on va aborder certainement aujourd'hui comme la rémunération de la rémunération future, pardon, mon futur salaire, comment je porte tout ça. Et puis, bien évidemment, un sujet qui peut tout à fait intéresser notre audience, comment je finance ma formation, mes formations, les formations dont j'ai besoin pour la suite de mon parcours. Voilà. Alors Donc, moi, je sais j'aimerais qu'on bien que tu va... me racontes vite fait Oui. ce que tu faisais avant. Tu faisais quoi avant de te reconvertir? Tu t'es Ah, reconverti de quoi en quoi? alors, avant, j'étais responsable RH dans une association française D'accord. et ça faisait un petit bout de temps que j'avais envie de changer, voilà, de changer tout court. Ouais. Pourquoi? Je ne savais pas, mais j'avais envie de changer. Et puis, voilà, j'ai eu l'opportunité de partir de mon ancienne association. Et Ouais. à ce moment-là, j'en ai profité pour faire une formation en coaching à l'université Paris 8. Et en parallèle de cette formation, j'ai consulté Mhm. via un bilan de compétences, entre autres, pour voilà, monter mon futur projet. Et ça m'a vraiment permis de réfléchir, de prendre du recul. Et surtout, moi, mon besoin véritable, c'était de travailler sur mes compétences. Qu'est-ce qui est transposable de ce que je pouvais faire avant, de mon poste en tant que RRH, mais tous les autres postes que j'avais pu occuper précédemment. Et surtout, comment je me projette dans le futur à partir de toutes ces compétences-là, Mhm. on va dire dans un premier temps, et dans un Mhm. deuxième temps, comment j'acquiers en fait les compétences qu'il me manque pour que mon projet soit une réussite. Salut Thomas, tu es Bonjour le Thomas. deuxième. Il y a la vie 2000 qui est arrivé juste avant toi. On a 2 personnes pour l'instant sur YouTube qui ont commenté. On a quelques personnes à d'autres endroits. Donc, je refais le topo pour Thomas qui vient d'arriver. Sandra, elle était RRH avant, c'est-à-dire responsable ressources humaines dans une asso, je sais pas si tu as envie de dire laquelle, et elle s'est reconvertie, comme moi, en tant que consultante en évolution professionnelle, et elle nous racontait qu'elle avait avant tout besoin de poser les choses et identifier
qu'est-ce qui, dans son parcours antérieur, pouvait lui être utile dans son projet de reconversion. Voilà, qu'est-ce qui était transférable en fait d'un milieu à un autre, qu'est-ce qui pouvait aussi avoir de la valeur, notamment financière, parce que c'est important dans un projet de reconversion, évidemment, de se demander ce pourquoi on peut être payé correctement, tant qu'à faire. Tout à fait. Et oui. Et je proposais qu'on démarre l'échange en allant voir un truc sympa, c'est le classement annuel LinkedIn des métiers porteurs. On y va, je les ai préparés sur le côté. Je sors d'un atelier que je viens d'animer, mais j'ai quand même réussi à préparer un truc sur le côté. Classement LinkedIn des métiers en croissance en 2025. Et je me suis dit, alors ça, parce que le thème du live aujourd'hui, c'est quand même la reconversion en 2025. Ok. Alors, premier constat, recrudescence de plans sociaux. Mais l'industrie reste un moteur du recrutement en France. Je ne sais pas comment c'est sur ton territoire. Moi, je suis dans le sud-ouest, Sandra. Et on a beaucoup d'industries, notamment agroalimentaires. Toi, tu es plutôt en région parisienne? Oui, moi je suis à Montrouge, au sud de Paris. Ouais. Il y a quelques personnes qui travaillent dans le milieu industriel, mais ce n'est pas spécifiquement les métiers qui sont recherchés de prime abord. D'accord. Que nous dit LinkedIn? Il nous dit également que le secteur du tourisme a retrouvé cette année un niveau d'avant la pandémie. C'est intéressant. Donc, on a un secteur du tourisme qui est dynamique en France en 2025. Et enfin, les domaines de l'intelligence artificielle, évidemment. Oui. L'IA, intelligence artificielle, mais aussi, et c'est lié, la cybersécurité et l'environnement. L'environnement qui est une préoccupation croissante, évidemment. Allez, on y va sur les... Et on commente? Ça te va? Pour la manière de procéder? Alors, LinkedIn est allé chercher dans ses bases de données les métiers les plus demandés chez eux. OK. Et on a en top 1, inspecteur qualité. Ça vous fait rêver, n'est-ce pas? Dans un environnement industriel, l'inspecteur qualité contrôle les processus de production ou les produits finis pour s'assurer qu'ils répondent aux normes, aux cahiers des charges et aux exigences des clients. Eh ben, tu sais quoi? Ça a peut-être l'air un peu chiant, mais je comprends que ça puisse être passionnant, en fait. Oui, et puis la question de la qualité, Ouais. pour moi, je la lie déjà aux enjeux environnementaux, je la lie également aux enjeux de santé publique, notamment post-pandémie. Et j'ai vraiment le sentiment que c'est quelque chose que l'on peut déployer dans plusieurs secteurs, au-delà même du secteur de l'industrie. Donc effectivement, je comprends aujourd'hui déjà la façon dont c'est présenté sur LinkedIn, mais aussi ce qu'on peut en faire à terme. Voilà. Moi, j'ai eu une cliente, effectivement, qui s'est posé la question de devenir, alors c'était pas inspecteur qualité, mais responsable qualité dans sa filière. Elle travaille dans le milieu de la mode et elle a besoin, en tout cas, de faire respecter certaines normes de construction, de bâti des vêtements, entre autres. Et elle a souhaité évoluer vers ce type de métier-là. Donc, tu as eu un cas pratique. Moi, j'ai accompagné une ingénieure dans le secteur de l'agroalimentaire, notamment sur la partie qualité. Il y a de l'ingénierie. Donc service conseil aux entreprises. Bon, là, on voit qu'on a affaire à des profils de personnalité avec des gens qui aiment les choses, qui ont un profil que moi je qualifie de structure, qui aiment les choses bien faites, avec une tendance effectivement à la minutie et qui ont ce côté normes, respect des process, etc. Donc c'est une typologie de personnalité bien particulière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Toulouse, Bordeaux, Nantes, très bien. Alors moi, je suis près de Bordeaux, donc ça va bien. 25% de femmes, 15% d'hommes. Mince. Donc le secteur se féminise un peu plus. C'est plutôt une bonne nouvelle, en tout cas, on va dire, du côté de la féminisation. Bah non, on est à 25% de femmes, c'est pas fou quand même. Ah pardon, j'avais mal... Non, c'est en fait le métier numéro 1 le plus recherché là pour 2025, d'après LinkedIn encore une fois,
bah, tu as que 25% de femmes, en fait. Oui, bon, effectivement. Donc ça pourrait être intéressant de travailler à la féminisation du secteur. Technicien maintenance, technicien qualité, mécanicien. Alors technicien maintenance, j'ai accompagné un profil comme ça, très expérimenté, il y a peu de temps, effectivement, qui avait beaucoup d'opportunités, tant mieux pour lui, et qui s'est orienté, c'est très intéressant, notamment vers de l'encadrement et de la formation. Ce qui fait qu'il va pouvoir accompagner de nouveaux techniciens de maintenance, techniciens qualité, etc. Ensuite, Responsable des admissions. responsable des admissions. Mais des admissions de quoi? Eh ben, au sein, par exemple, d'un organisme de formation, pour gérer les candidatures de bout en bout et sélectionner les dossiers, etc., les réceptionner, organiser des entretiens, coordonner les inscriptions avec les équipes administratives. Donc, je reçois les candidatures en masse, je trie, compétences principales, prospection commerciale, recrutement, relations clients. Donc là, on est sur un autre profil qui est plus administratif et relationnel. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu de représenter dans ton cabinet? Des personnes que j'ai accompagnées jusqu'à présent, non. Par contre, ce qui m'interroge un peu dans la présentation là, de cette fonction-là, c'est que quand j'entends moi responsable des admissions, de mon point de vue et avec mon regard, j'attends peut-être dans ce métier-là un petit peu plus de fonctions administratives que ça ne peut être présenté là. D'accord. Oui. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'on est sur un niveau managérial peut-être un petit peu plus haut que ce que j'imagine moi de prime abord. C'est intéressant. Après, en région parisienne, on a beaucoup d'organismes de formation de toute taille aussi. Donc, potentiellement, effectivement, les métiers liés aux services comme ça, à l'accompagnement de façon directe ou indirecte, là-dessus, on a bien évidemment des offres d'emploi. Alors, très intéressant également, il y a les taux de télétravail. Et on sait qu'en 2025, pouvoir accéder au télétravail, c'est un énorme enjeu. Les candidats en veulent de plus en plus. D'ailleurs, j'ai vu hier qu'il y avait une corrélation entre l'amélioration en fait, de l'état de santé, notamment pour des histoires de stress, de transport et tout ça, des salariés et le télétravail. Donc on voit que il y a toujours un enjeu télétravail à tel point que LinkedIn a indiqué le taux de télétravail proposé. Donc 12%, 9% sur un profil à la fois administratif et relationnel. Et on revient sur un profil plus structuré et analytique. Analyse comptable, et cette fois, on a un taux de télétravail, moi, ça me saute aux yeux. Regarde, 64%. Ah oui. C'est un poste qui est très télétravaillable. Oui. En même temps, ça demande de la concentration, de pouvoir aller dans le fond des dossiers. En tout cas, c'est comme ça que je l'imagine, même si c'est une fonction que je connais de façon indirecte. Mais en tout cas, pouvoir se concentrer et délivrer, là encore, avec minutie, cohérence et en respect de la réglementation, le télétravail aide beaucoup justement là-dedans. En dehors de la qualité et de l'organisation vie personnelle, vie professionnelle, effectivement, certains métiers requièrent des moments de calme et de concentration spécifiques. Donc, okay. Et ça, c'est numéro 3 pour 2025, analyste comptable. Ouais. Numéro 3, d'après le classement LinkedIn qui se fonde sur ses propres bases de données. Hein. Banquier privé. Alors ça, c'est assez intéressant. Au sein d'une banque spécialisée, le banquier privé construit des solutions sur mesure pour ses clients fortunés. Alors ça doit te faire penser à l'archétype du trésorier. C'est ça. Simplement, on utilise la méthode d'orientation pour nos bilans de compétences et à un moment donné, on travaille les archétypes de travail et de personnalité. Et comment dire, on se base sur 32 profils spécifiques, dont le trésorier.
Et donc, il s'agit d'accompagner des clients fortunés en les aidant à optimiser leur fiscalité, investir dans des actifs et préparer leur succession. Et c'est intéressant parce que là, on voit qu'on est sur LinkedIn. Parce que sur LinkedIn, on a plutôt des profils d'utilisateurs CSP+, hein, plutôt des cadres, plutôt des dirigeants, au moins des gens en emploi ou des indépendants, mais en tout cas, pour beaucoup, des gens en poste parmi les utilisateurs actifs. Et je me demande si ça, c'est pas fortement biaisé par la typologie d'utilisateurs LinkedIn. Je sais pas ce que tu en penses. Si, et puis même les recruteurs qui sont présents sur LinkedIn viennent un petit peu des mêmes sphères. Donc forcément, ce qui est poussé par l'algorithme, ça sera ce type de métier-là, qui pour moi, en tout cas, je le vois comme ça, est vraiment un métier spécifique aux grandes villes françaises. Attention, Stewart, hôtesse de l'air. On revient sur du présentiel, du physique, du relationnel. Alors là, on fait un tour à 180 degrés sur le profil de personnalité. Tout à fait. Démonstration de sécurité, réponse aux demandes spécifiques des voyageurs, gestion des situations d'urgence en vol, sécurité en vol, aviation, aéroport, hôtesse de l'air et sans surprise, possibilité de télétravail. 0%. Oui, et puis au-delà de la petite plaisanterie, ça fait vraiment le lien dans ta présentation de tout à l'heure en disant que le secteur du tourisme en 2025 était de nouveau en plein essor. Déjà, est-ce qu'il y a un effet post-Jeux Olympiques, promotion, on va dire, de la France, de sa culture à travers le monde? Au-delà de cet événement, il y a reprise aussi du trafic aérien. C'est une activité qui a bien redémarré aussi après la pandémie, malgré quelques compagnies qui vacillent peut-être un petit peu, mais nouveau métier en tout cas qui revient sur le devant de la scène. Ouais, c'est un retour là. Oui, parce que pendant la Covid, tout ce qui était aviation, c'était stand-by, quoi. Oui. C'était la cata. Oui. Ça a été la cata pendant pas mal de temps et on voit qu'on a un up. Alors, est-ce que c'est lié ou pas au fait qu'on a eu les JO et que du coup, ça a refait la pub de la France dans le monde? Peut-être, je sais pas. Difficile à déterminer. Mais si vous voulez être steward ou hôtesse de l'air, eh bien, vous ne pourrez pas télétravailler, sachez-le. Ou alors, dans 5-10 ans, tu sais, tu auras tes robots que tu piloteras à distance. Bon, là, je vois peut-être un peu loin. Oui, je ne sais pas si moi, je monterais dans un avion qui est entièrement piloté à distance. Je sais pas. C'est vrai. Moi, si on me dit que le risque d'accident est plus faible, j'y vais. Bah, aujourd'hui, en tout cas, l'avion, il me semble que c'est le moyen de transport le plus sûr. Donc, et après, à 100% sans humain, je ne sais pas. Moi, il faut que je réfléchisse. Ok. Numéro 6. Numéro 6. De logiciel. Tout le monde veut créer son logiciel, son SaaS, son truc à lui avec l'IA. Tout le monde a envie de s'amuser à faire du no-code. On fait des logiciels, des fois on veut les commercialiser, oui, mais voilà, il faut des gens pour tester les logiciels. Après, je pense que c'est aussi des gros logiciels d'entreprise. Alors, dans une entreprise de la tech ou au sein d'un département informatique, le testeur de logiciel identifie, documente et rapporte les anomalies d'un logiciel pour garantir son fonctionnement optimal. Donc, c'est vraiment des gens qui testent le logiciel, j'imagine, à partir d'un cahier des charges bien défini. Automatisation de tests, tests de régression, tests fonctionnels. Voilà, on est sur un profil très technique informatique. Et du coup, qui va se développer, là encore, du fait de l'essor dans la société, de l'IA, de la numérisation, de l'informatique. Répartition selon les genres, 55% de femmes. Dans le test, pas forcément. Alors, je pense pas que ce soit vrai dans le développement, par contre, à mon avis, on n'y est pas encore. Oui. Mais dans le test de logiciel, on est quand même à 55% de femmes. Donc là, pour le coup, l'équité homme-femme est plutôt bien. Alors que fonction précédemment occupée, ingénieur logiciel, développement web, responsable informatique. Donc ça évolue.
Ça évolue, ça évolue. Très bien. Possibilité de télétravail, 50%. Et là, je ne comprends pas pourquoi on n'est pas au-delà. Peut-être pour des raisons de sécurité des systèmes d'information. Et aussi peut-être des politiques d'entreprise pour qui c'est important de conserver du lien social dans le cadre du travail. J'avoue que je suis pas très étonnée sur ce 50%. Moi, les personnes que j'ai pu accueillir à mon cabinet et qui étaient de près ou de loin dans ce type de fonction, et voilà, la moitié de leur temps en télétravail, soit 2 ou 3 jours, et le reste du temps au travail, donc soit 2 ou 3 jours. Ça dépendait également des semaines, du moment de l'année. Par exemple, pendant les fêtes, il y a des gens qui sont peut-être en télétravail volant, c'est-à-dire ont l'opportunité de mobiliser lors de moments spécifiques de leur année des jours de télétravail en plus afin de réduire les temps de trajet ou de pouvoir télétravailler dans une autre région lorsque cela est possible. Mais je suis aussi étonnée sur la répartition homme-femme. Je reviens là-dessus. C'est vrai que... oui. Moi aussi. Ça mériterait des enquêtes approfondies. Oui. Mais tu sais, ce qui serait intéressant, ce serait de regarder aussi un peu les commentaires les plus pertinents à droite là. Oui. On en va vite fait après s'il y a des gens qui ont réagi, parce qu'il y a des personnes dont ça doit être le secteur, la spécialité, et qui ont des choses à dire. Oui, qui ont des choses à dire, oui. Business Process Owner, donc chargé de définir, documenter, optimiser les processus de travail dans une organisation. Donc ça, c'est le chargé des process. Il y a monsieur ou madame productivité, optimisation. Je t'avoue, c'est une partie que j'aime bien. L'organisation, le fait de respecter des protocoles, voilà, les mettre en place. Ouais. Et surtout, Pardon ? Les faire respecter aussi. Aussi, ouais, tout à fait. Mais tu as dû voir quand on a organisé le live, le process, il est... C'était très bien, surtout pour une novice comme moi, c'était très bien. J'étais très bien guidée, j'ai eu qu'à lire et à respecter. Merci Nathalie. T'avais un process, hein, on est d'accord. Ça a l'air de rien, mais... Oui. De mon point de vue, c'est ce qui fait la différence aussi. Je reviens avec, tu vois, je fais un lien peut-être un peu loin, mais quand c'est préparé, en fait, ça permet aussi d'enlever une part de peur, une part de stress, et ça permet après aussi de dérouler plus facilement. Et en tout cas, c'est ma représentation de ce métier-là, de se dire, plus on anticipe, plus on prépare, même s'il y aura toujours des risques et des choses qui n'ont pas été prévues, parce que l'imprévu fait partie du travail, à mon sens. En tout cas, ça permet aussi de stabiliser ce qui doit l'être pour ensuite avancer, quoi. En fait, l'imprévu et l'urgence, ça fait partie du travail, mais il faut essayer de réduire ça au maximum, quoi. Tout à fait. Si on veut pas... Si on veut pas que ça parte dans tous les sens, et les process, c'est super important. Et puis, ça réduit le risque. Oui. Et quand je dis risque, c'est risque de départ, par exemple, d'un collaborateur. Tu as quelqu'un qui part, ben, si son activité, elle est processée, elle est à jour, quelqu'un peut prendre le relais. Donc, si ça n'a pas été fait, tu peux vite te retrouver dans une situation assez catastrophique. Oui, et puis ça permet effectivement de poser le travail, de limiter les risques financiers et plein d'autres choses. Ouais. Donc, en matière de répartition des rôles selon les genres, on est à la mixité. Nombre d'années d'expérience, 5. Donc, c'est quand même des profils relativement expérimentés dans ce qu'ils font. Et à ma grande surprise, dans les fonctions précédemment occupées, il y a commercial, product owner, responsable de la chaîne logistique. Commercial, j'aurais pas cru. Oui, commercial. Oui, ça m'interroge aussi, effectivement. Et alors, alors ça, c'est passionnant. Quelqu'un qui doit gérer la consommation énergétique. Tu vois, on a un sujet énergie. Ça, c'est après la hausse du prix de l'électricité, du gaz, avec tout ce qu'on a connu au niveau de l'Europe et tout, les prix de l'électricité qui ont explosé après la libéralisation du prix de l'énergie qui a été, tu te rappelles, je ne sais pas si tu as suivi, indexé sur le gaz avec l'Arenh et tout ça, c'est un énorme sujet. Bref,
Ça a fait exploser les prix de l'énergie et on voit du coup apparaître cette fonction. Energy Manager, c'est quelqu'un qui gère les coûts énergétiques des bâtiments et des fonctions et qui propose des solutions d'économie. C'est un nouveau métier. Alors ça, pour le coup, c'est vraiment un métier émergent. T'as vu ça déjà ou pas encore? Non, c'est la première fois que je vois ça. Mmh. Après, ça me paraît tout à fait logique au regard Ouais. aussi du développement de l'économie autour du développement durable, de tous les sujets environnementaux. Après, la question que je me pose, c'est dans des grosses structures, que ce soit des associations, des grosses entreprises, où est-ce Ouais. que ce type de fonction est? C'est-à-dire dans quelle équipe, pardon, on inclut ce type de fonction? Est-ce qu'on est plus dans la gestion du patrimoine immobilier ou est-ce qu'on est plus, du coup, relié à la direction générale, notamment dans les équipes RSE? Je ne sais pas, je pose la question. Si quelqu'un a une réponse, je suis tout à fait preneuse. Eh ben, on a une réponse dedans. Ah. On a une réponse dans secteurs les plus représentés, services et conseils aux entreprises. Donc ça semble assez externalisé. Oui, du coup, c'est une fonction externalisée qui vient de petits cabinets qui accompagnent des évolutions Voilà. d'entreprises. Avec une centralisation des besoins sur Paris, Toulouse et Nantes. Et c'est quand même très masculin comme fonction, la partie énergétique. Ce qui est dommage, hein, moi je trouve ça assez passionnant. Ce serait bien que, voilà, que ce soit un peu plus mixte également. 73% d'hommes sur ce énergéticien. D'ailleurs, c'est un métier, hein. Énergéticien. Je ne sais pas si tu as déjà entendu. Non, je ne connais pas du C'est tout. quelqu'un qui est spécialisé dans l'énergie. D'accord, ok. Energy Manager. Est-ce que tu m'entends correctement? Je t'entends correctement. C'est vrai, j'ai pas eu de feedback sur le son. Et c'est vrai que j'aime bien avoir des feedbacks sur le son et l'image. Mais c'est pas grave si tu me dis que c'est bon, c'est bon. Le son et l'image sont OK. Oui, pour moi, c'est bon. Conseiller voyage, c'est le retour du tourisme. Là aussi, on avait les hôtesses de l'air tout à l'heure et les stewards, et là, conseiller voyage. Bon, a priori, c'est reparti le tourisme jusqu'à la prochaine pandémie. Non, il n'y en aura pas d'autres. Il va se passer d'autres choses. Ouais, je sais pas. En termes de créativité sur cette planète. Est-ce qu'il y a des informations sur le type de structure pour ces conseillers voyage? Est-ce que c'est des petites structures, des agences, on va dire, locales qui se développent ou plus des grandes structures? Je sais pas, c'est pas précisé, c'est pas précisé. Je peux juste voir la fonction précédemment occupée par ce genre de profil, agent immobilier, responsable marketing, réceptionniste. Ça ne me dit pas grand-chose. Par contre, ce que je vois, c'est que c'est très féminin. C'est très féminin et je soupçonne que dans ces conseillers voyage, il y a beaucoup de personnes, tu sais, c'est ceux que tu appelles en fait de la téléphonie à distance, quoi. Beaucoup. Ah oui, oui. Je pense. D'ailleurs, j'en ai appelé un il y a 2 jours pour un voyage que tu organises. Ouais, très bien en fonction, tu vois. Oui. C'est tout frais dans la mémoire. Mécanicien aéronautique, bah pareil. Le vol, les voyages, c'est reparti mon kiki, quoi. Démonte, vérifie, répare les composants des avions. Il y a peut-être une partie militaire aussi dans cette histoire. Toulouse, Paris, Bordeaux. Ouais, Toulouse. Et par contre, là, on n'a même pas 10% de femmes, hein. 9%. Pour la partie mécano. Oui. Technicien aéronautique, technicien maintenance, possibilité de télétravail 0%. Comme ça. Effectivement, c'est fait. Mais effectivement, peut-être le côté, on va dire, plus aéronautique privé avec le fleuron français en la matière. Paris, non, ils ont dit quoi? Paris, Nantes, Bordeaux? Non, il n'y avait pas Nantes. Toulouse, bien sûr. Bien sûr, Toulouse. C'est un gros pôle d'aéronautique, Toulouse. Oui, tout à fait. Mais effectivement aussi dans l'armée, on n'en parle pas suffisamment. Moi, j'ai eu la chance d'assister l'année dernière à des présentations d'élèves de 3e qui préparaient leur brevet et que l'on questionnait sur leurs appétences professionnelles futures. Est-ce qu'ils avaient déjà des idées de ce qu'ils voulaient faire? Et à ma très grande surprise, sur les 10 ou 12 élèves que j'ai suivis, il y en avait 3 qui voulaient rentrer dans l'armée, notamment sur ce type de fonction-là.
puisque voilà, dans le sud de Paris, il y a une base aérienne à Vélizy-Villacoublay, et les 3 voulaient justement aller plus à la rencontre de ce type de métier, sur des hélicoptères, sur d'autres types d'avions. Donc j'ai été surprise, comme quoi on fait des liens parfois sans le savoir. C'est clair. Pour les gens qui sont là, vous avez 2 consultantes en évolution professionnelle. Profitez-en pour poser des questions. On propose des bilans de compétences, de la création reprise d'entreprise. On est au fait des évolutions du marché et aussi des dispositifs de formation qui existent. Donc, ça peut être l'occasion, si vous avez des interrogations, de les poser ici et qu'on vous réponde au tac en fonction de vos besoins. Sinon, si vous n'avez pas de questions, on va continuer notre découverte des métiers en vogue, des nouveaux métiers, les métiers montants, ingénieur IA, sans surprise, met en œuvre sans surprise. Les algorithmes d'intelligence artificielle pour résoudre les problèmes spécifiques et automatiser les tâches complexes. Est-ce que tu as vu autour de toi l'émergence de ce genre de métier de manière directe ? Alors moi, de manière directe, non. Par contre, ce que j'entends, c'est effectivement des gens qui se servent de plus en plus de différents outils en matière d'IA pour beaucoup de choses différentes. Ça peut être partir de la liste de courses ou d'une recette de cuisine pour aller plus dans le côté professionnel. Donc voilà, une émergence de façon générale au niveau de l'intelligence artificielle. Par contre, une remarque, j'avoue que là, dans le classement, c'est le numéro 11. Ouais. J'aimerais bien savoir en 2026, tu vois, qu'on suive ce sujet-là, à savoir en 2026, à quelle place du classement sera cette fonction-là. Ouais. Parce que est-ce qu'il va terminer sur le podium entre le 1, le 2, le 3, peut-être le 4, ou alors est-ce que ça va rester dans des métiers toujours aussi importants et un petit peu tendance, ou est-ce que ça reste quand même plus à distance? On verra. En tout cas, c'est sûr qu'aujourd'hui, pardon, excuse-moi Nathalie, l'IA aujourd'hui est partout, on en parle, mais je sais que dans le milieu de l'informatique, il y a déjà des logiciels qui fonctionnent à partir de l'intelligence artificielle, voire même des logiciels qu'on peut utiliser tous les jours, comme le pack Microsoft ou Google Suite, qui maintenant intègrent un petit peu par défaut des mini IA pour nous aider à remplir ou à faire des recherches plus rapidement. Ouais, tout à fait. Mais là, en fait, sans le savoir, on utilise des IA peut-être pour améliorer l'image. LinkedIn, pour ses requêtes-là et sa prospective, utilise probablement des IA. Hein. Les algorithmes sur les réseaux sociaux utilisent déjà de l'intelligence artificielle. Quand on aura fini d'enregistrer cette vidéo, ce live, il va y avoir un traitement automatique de la vidéo avec du sous-titrage. Ce sera fait par IA. Évidemment, tu n'as pas un humain qui sous-titre exceptionnellement la vidéo. L'IA, elle est déjà présente, elle est déjà intégrée, que ce soit dans nos téléphones ou sur nos ordinateurs. Donc, faut pas se raconter qu'elle n'est pas là et qu'on l'utilise pas. À partir du moment où on utilise Internet et l'informatique, qu'on le sache ou pas, on utilise des IA. C'est comme ça. Alors, c'est pas mal parce qu'en dessous, ils nous mettent découvrir les implications juridiques de l'IA avec des cours LinkedIn. Alors, je sais pas si tu sais, Sandra, mais sur LinkedIn, il y a des cours. Et moi, je suis abonnée à LinkedIn Learning, c'est-à-dire que je suis des cours sur LinkedIn directement et ils te donnent des certifications. Ce qui est bien du coup après pour mettre sur ton profil LinkedIn pour ta future évolution professionnelle, voire même sur ton CV quand tu postules, on va dire, de façon plus officielle. Ouais, mais c'est ce que je fais, hein. Je mets l'image en fait Oui, du cours que tu as suivi. Ouais, de la certification, parce que tu as une petite évaluation à la fin et ça valide des compétences sur le profil LinkedIn d'ailleurs, de faire ça. Donc il y aurait beaucoup de choses à dire en fait sur le métier d'ingénieur IA. Je vois que c'est très masculin pour l'instant, on est à 83% d'hommes. Et très localisé dans les grandes villes aussi, je suppose. Je vois déjà là Paris, Toulouse, Strasbourg. Alors, à Périgueux, je sais qu'on a une petite agence là qui s'est montée pour accompagner les entreprises à implémenter l'IA dans leur métier. Ça s'appelle Absodia. Ça a été créé par
Enzo Mourani et Benjamin quelque chose, j'oublie toujours son nom. J'ai des personnes que j'ai rencontrées qu'une fois physiquement, mais que j'ai vues en ligne parce qu'ils publient un petit peu ce qu'ils font sur. Mais dans les petites villes, tu vois, il y a quand même des initiatives, quoi. Parce que moi, Périgueux, c'est 30 000 personnes, donc c'est pas une grande ville. Mais quand même, tu as une agence. C'est intéressant de voir que ça arrive et que ça se déploie. Comme quoi, il y en a partout. Et il y en a partout. Et qu'effectivement, même si on ne le sait pas de prime abord, c'est vraiment un outil d'aide au quotidien. Ok. Les gens, si vous avez des questions, posez-les. Profitez-en. Les personnes sont assez passives, c'est dommage. Tant pis. On fera d'autres lives, du coup. On fera d'autres lives, on verra. On a des questions en commentaire. S'il y a des personnes qui sont intéressées par ce qu'on raconte. Est-ce que vous avez envie qu'on parle d'autre chose que de prospective pour 2025 ou pas? Parce que le sujet du live, c'est se reconvertir en 2025. Donc forcément, on fait un peu de prospective aussi. Après, une fois qu'on aura fait les principaux métiers en hausse, on pourra évoquer les dispositifs d'accompagnement et de formation. De formation peut-être. À la portée des gens, à la disposition des gens pour pouvoir se former gratos, quoi. Enfin, ou à peu de frais. Le CPF, c'est pas totalement gratos, par exemple, mais... Hop, allez, on y retourne. Le corollaire de l'IA, qui peut aller fouiller partout, puisque maintenant les IA, elles vont sur Internet. L'expert en cybersécurité. Et ça va être de plus en plus un enjeu, la cybersécurité. Tout à fait. Et justement, moi, j'ai eu un bénéficiaire de bilan de compétences qui était dans ce domaine-là pour une banque française et qui était vraiment sur un secteur porteur. Vraiment. Grosse équipe qui était en développement. Voilà, sur plusieurs années avec comment dirais-je, chaque personne était vraiment spécialisée dans un domaine particulier. Donc non. Un métier assez stimulant d'après ce que j'avais compris aussi. Ouais, challengeant, je pense, quand tu es confronté à des attaques et tout, le côté faut être réactif, le côté défense, le côté comme ça. Ouais, ça m'étonne pas que ce soit stimulant. Par contre, ça peut arriver n'importe quand, jour et nuit. Oui. C'est vrai que bon, ça peut être un peu, voilà, en mode urgence. Je vois que comme le métier d'ingénieur en IA, et c'est assez déplorable, ce sont des métiers, encore une fois, assez peu féminisés. 13% de femmes. Et c'est dommage parce que si on se projette dans les années qui viennent, finalement, si je prends les métiers qui sont peu féminisés, aux alentours de 10%, on a quand même les métiers oui, c'est vrai. en cybersécurité, ingénieur IA, mécanicien aéronautique, les conseillers voyage, on peut imaginer qu'à plus ou moins longue échéance, ils seront remplacés par des IA en partie conversationnelles. C'est pas pour alerter, mais voilà, c'est le sens. Voilà. Energy Master, les sources d'énergie, c'est un sujet majeur dans les années qui viennent. On est encore sur une minorité de femmes. Bon, là, on est plus aux alentours de 20-30%, mais quand même. Testeur de logiciels, est-ce que les IA vont pas pouvoir elles-mêmes tester les logiciels? Probablement si. Effectivement, pour l'instant, on ne peut pas remplacer les hôtesses de l'air par des IA, quoi. Pas encore, mais bon, si les commandants et pilotes d'avion sont remplacés par des robots, peut-être qu'on pourra imaginer des choses. Peut-être. Et inspecteur qualité, oui. Alors que c'est directement lié à la maintenance, à la mécanisation et la robotique. Hein. Oui. Donc on est sur quelque chose qui sera pérenne. Ça, c'est sans l'ombre d'un doute. Sans l'ombre d'un doute. Voilà, je le déplore quand même. Hein. On a une forte masculinisation des métiers qui, à mon avis, sont les plus porteurs. C'est un peu inquiétant pour l'accès aux postes clés des femmes à l'avenir, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est vrai que se pose vraiment, enfin pour moi, ça me fait vraiment penser au débat sur la place des femmes dans les sciences de façon générale. Et la technique aussi, les sciences et la technique. Les sciences et la technique, oui, tout à fait. Donc ça me fait vraiment penser à ça. Là encore, pour moi, ça serait vraiment de suivre ces postes-là
sur le long terme, de voir est-ce qu'avec les futures générations qui vont arriver sur le marché du travail, il y a des améliorations en matière de féminisation ou pas à suivre. Ouais. En tout cas, là, le portrait dressé n'est pas terrible. Hein. Oui, il y a encore du travail. Ça continue sur le responsable de projet industriel. Ou ouais, même topo. 28% de femmes, bon, on est entre 20 et 30%, mais enfin, c'est pas fou. C'est quoi ça? Revenu manager. Analyse les données de vente, de réservation et de marché pour ajuster les prix en temps réel. Ça typiquement, c'est un truc, demain, c'est l'IA qui le fera. L'ajustement des prix en temps réel pour maximiser les revenus d'une entreprise, notamment dans le secteur de l'hôtellerie. Mais aujourd'hui, il y a des solutions en ligne qui permettent justement de faire ça automatiquement, non? Ou alors, j'ai pas compris Alors le oui, mais ça principe. doit être les gens qui utilisent ces solutions, enfin qui exploitent les résultats de ces solutions, D'accord. j'imagine. Mais tu vois, là, on est sur quelque chose qui, à plus ou moins long terme, va, à mon avis, se faire remplacer par de l'IA, et on est sur 62% de femmes. En fait, je me pose une question de fond, qui est est-ce que l'emploi des femmes n'est pas particulièrement menacé par le développement des IA? Tu vois, je m'étais pas encore oui, poser la question comme ça. Oui. posé la question en ces termes, mais quand je lis ça, alors est-ce que c'est biaisé parce que c'est LinkedIn, etc. ou pas? Je me dis, oula, on a quand même un souci, quoi. Il va falloir dépasser cette aversion / conditionnement, etc. des femmes vis-à-vis de la technique et de la technologie, si on veut que, voilà, que ça se passe bien en termes d'emploi demain. Parce que sinon, les rémunérations et les qualités d'emploi, ça risque d'être tu vois, entre l'hôtesse d'accueil et la femme de ménage, quoi. Enfin, je fais quelque chose d'un un peu violent dit comme ça, mais est-ce que les meilleurs boulots vont pas encore être trustés en très grande majorité par des hommes? Ben, ça y ressemble quand même. Oui. Et après, que les femmes restent sur des fonctions déjà connues aujourd'hui, type certaines fonctions financières, de comptabilité, de ressources humaines, enfin voilà, des métiers déjà connus aujourd'hui pour être très féminisés à certains niveaux. On s'entend bien. Oui, non, c'est une bonne question. Pas forcément hyper bien rémunéré du coup, parce que avec la féminisation d'un emploi va une relative baisse des rémunérations. Enfin, je trouve que le constat est assez inquiétant en fait quand on fait une analyse sommaire de. Oui, de cette page-là effectivement sur LinkedIn. Ouais. Non, c'est une vraie question. Ouais. D'autant plus que je sais pas si tu as remarqué, mais les femmes sont beaucoup cantonnées à la gestion. Alors, volontairement ou involontairement, mais à la gestion. Même dans les ménages, hein. Tu regardes qui investit, c'est plutôt monsieur, qui gère, c'est plutôt madame. Dans les entreprises, on retrouve ce même cliché. Et pas trop dans le développement, quoi. Et voilà. Petit message subliminal. Mesdames, si vous êtes emballées par le développement de l'ingénierie de l'IA, allez-y, à mon avis, vous aurez probablement un atout qui vient du fait justement d'être une femme et donc d'être un profil rare sur le marché, de milieu. Bah, ça peut être un atout, hein, vraiment. Tout à fait. Ça peut être justement le profil qu'on s'arrache parce qu'on est content de pouvoir féminiser un peu cette fonction-là, quoi. Tu vois. La fonction et l'équipe, enfin, voire même l'équipe. Oui. Donc, voilà. Responsable service client, ingénieur logistique. Je vais peut-être plus lire dans le petit détail. Qu'est-ce que tu en penses? Je termine juste avec le nom. Beaucoup d'ingénierie. Oui, ça, c'est des métiers qu'on connaît déjà. En tout cas, pour ma part, ce n'est pas des nouveaux métiers qui arrivent. Donc, voilà, sur lesquels on a un petit peu plus de recul. Voilà, ingénieur logistique, ingénieur performance. Oui. Logistique, 50% femmes, 50% de femmes. Pareil, j'en accompagne une. Performance, ok, export, responsable, directeur d'établissement de santé.
Bon, clairement, on a un angle LinkedIn avec quand même beaucoup de postes de CSP+, Oui, clairement. catégorie socio-pro supérieure. Après, dans le classement, la fonction qui, on va dire, autour du secteur du social, de la solidarité, ça n'arrive que 19e, alors qu'on Ouais. sait très bien que sur ces fonctions-là, il y a des vrais besoins aujourd'hui de repositionner dans différents types d'établissements, à différents niveaux, des personnels voilà, dans ce type d'accompagnement-là. Moi, je me pose une autre question. Il y a des besoins, mais est-ce que ça recrute? Ou est-ce qu'on prend le responsable logistique et on lui met une casquette environnementale, tu vois? Non, je sais pas. J'ai un doute Oui, oui, oui. sur l'allocation des budgets. Oui, oui, c'est vrai. Mais tu vois, dans les collectivités, peut-être, en effet, territoriales, etc. Dans les entreprises, je ne sais pas. Est-ce que ça recrute beaucoup? Après, ça dépend aussi des politiques de recrutement, de ce qui est recherché. D'où le fait qu'au début, on disait que travailler sur ces compétences, savoir les distinguer, les transposer, bien comprendre aussi les enjeux par rapport au poste visé, c'est important de se poser ce type de questions-là. Yes. Bon, je te propose qu'on aille voir. Oui, les commentaires. Ouais, the famous commentaires, ceux qui ont eu le plus de réactions. Donc ici, j'en ai un qui a 15 réactions. Sylvie, elle nous dit quoi? Cette liste est intéressante, mais reflète les postes à pourvoir sur LinkedIn. Voilà, on arrive à la même conclusion. Clairement, il y a un biais LinkedIn. Tout à fait. De nombreux postes recherchés par ailleurs n'y figurent pas, comme tous les métiers sanitaires et sociaux et ceux du bâtiment. De bonnes pistes, en tout cas. Ok. Je peux faire une recherche, si tu veux. Vas-y. Sur le web rapide. Et je te laisse peut-être que... alors, on va arrêter le partage d'écran. Est-ce qu'il y a peut-être des questions auxquelles on peut répondre? Bah là, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Pas de questions, quoi. Pas de questions, pas de réponse. Pas de questions, pas de réponse. Logique. Mais moi, je suis quelqu'un de très basique. Oui. Et de très bons protocoles. Ouais. Si, très aidant. Très bien. Okay. Allez, alors, je prends quelques instants pour te laisser monologuer. T'as envie de parler de quoi sur la reconversion en 2025? Moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur le sujet que tu as commencé à aborder tout à l'heure, sur la question des formations, c'est-à-dire les opportunités gratuites ou à très faible coût que les personnes peuvent saisir justement pour développer leurs compétences, alors même qu'elles n'ont pas les moyens d'investir dans une formation, soit dans un grand organisme de formation ou universitaire ou autre. Qu'est-ce qui est disponible? Comment on se pose la question de pourquoi cette formation et pas une autre? Un élément aussi sur lequel je partage pas mal avec les personnes que j'accompagne, c'est comment on distingue les critères de un organisme de formation va me correspondre et pas un autre. Voilà, un petit peu la question du choix, de l'utilisation, on va dire, de la formation de façon générale pour les parcours professionnels. Ok. Je te laisse en parler ou tu veux que j'en parle? Mais vas-y, mais c'est vrai que du coup, CPF, c'était intéressant. Et tu as parlé bien évidemment de LinkedIn Learning. Et, voilà. Et pardon, excusez-moi. Et du coup, aussi la question des MOOC, bien évidemment, qui revient là aussi. Ça peut être intéressant d'évoquer ces sujets-là. Ça peut être intéressant d'évoquer ces sujets-là. Ouais. Dans les grands dispositifs de formation à votre disposition, bon, il y en a beaucoup. Il y en a auxquels on pense pas forcément. Évidemment, le compte personnel formation qui vous permet de suivre des formations relativement courtes, qui sont plus des interventions ponctuelles comme avoir le permis, suivre un bilan de compétences, apprendre à créer une entreprise, des choses comme ça. Compte personnel formation qui depuis le 1er mai 2024 subit un reste à charge en fait pour payer pour la plupart des gens. Pas tout, il y a quelques cas d'exonération, mais on va pas rentrer dans le détail. Et le reste à charge aujourd'hui, il est à 102,23 €, donc en hausse.
Sachez que le reste à charge sur le CPF, il risque de monter. On a les dispositifs Transition Pro pour les formations plus longues. Donc, je vous invite à aller sur Internet, vous tapez Transition Pro avec le nom de votre région. Par exemple, moi, c'est Nouvelle-Aquitaine et vous aurez des informations pratiques sur Transition Pro. Il y a tout ce qui est OPCO, c'est-à-dire organisme paritaire collecteur qui peuvent financer de la formation longue également, c'est sur dossier en général. Donc chaque branche professionnelle a son OPCO. Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez demander, vous pouvez vous renseigner auprès de votre RH, employeur, des partenaires sociaux, ou trouver ça en ligne sur l'intranet, si c'est une grosse boîte. Qu'est-ce qu'on a? On a des fonds, on a divers fonds de formation, on a des CPF élus, on a des formations sécurité avec des fonds dédiés, on a des MOOC aussi, effectivement, tu en parlais. Les MOOC, ce sont des cours en ligne gratuits, multimassifs, open classroom, ouverts. Et certains sont très reconnus, permettent d'avoir des certifications qu'on peut valoriser ensuite sur son CV, sur LinkedIn et tout ça. Voilà, il y en a plein. Je te laisse la parole sur ce sujet. Moi, c'est un sujet que j'aime bien aborder, comme je disais, avec mes bénéficiaires, parce que parfois, voilà, ils ont une haute idée de la formation professionnelle, que reprendre une formation longue sur plusieurs mois, ça peut faire peur, voilà, ils estiment qu'ils n'ont pas forcément les capacités de faire tout ça. Donc, aller chercher des solutions alternatives et en même temps qui sont très ciblées sur certaines compétences spécifiques ou sur une notion, par exemple la gestion de projet, et d'aller rechercher les différentes formations qui peuvent se compléter aussi les unes les autres. Au final, ça fait que sur un CV, dans le cadre d'un profil que l'on propose voilà, son profil LinkedIn ou un CV, ça peut toujours faire bien et surtout, c'est très valorisant en termes de développement de compétences, d'appétence sur la fameuse compétence apprendre à apprendre, parce que c'est une compétence aujourd'hui qui est recherchée, de se dire comment je me positionne par rapport à l'évolution, ma propre évolution déjà, mais aussi par rapport à l'évolution du métier que je fais aujourd'hui. Et certainement plein de choses que là, je n'ai pas en tête. Mais cette question de la formation, pour moi, c'est toujours nécessaire et important de l'aborder voilà, avec quelqu'un qui se pose des questions sur son avenir professionnel. Tout à fait. Vous l'aurez compris, il existe de multiples dispositifs de formation professionnelle. L'essentiel d'entre eux sont ou gratuits ou pas très très chers quand même. Et renseignez-vous, faites-vous accompagner. Si vous ne les connaissez pas, vous avez des gens comme Sandra et moi qui pouvons vous informer. Il y a également les conseils en évolution professionnelle, CEP, c'est un service gratuit de l'État qui pourra aussi vous donner de l'information, qui pourra accompagner un montage de dossier Transition Pro. Donc voilà, tout ça, c'est des ressources. Oui. Et sur Internet, il y a énormément de ressources aussi pour les personnes qui sont accompagnées dans le cadre de France Travail. Oui, on peut France Travail, oui, bien sûr. Oui, voilà, trouver sur le site Internet de France Travail, sur les pages, il y en a certaines qui sont en accès libre pour tout public. Il peut y avoir parfois des idées à aller chercher. Et également sur l'APEC, parce que même si tout le monde n'est pas cadre, malgré tout, faire un petit tour aussi voilà, sur les ressources de l'APEC qui sont en ligne, ça peut toujours être intéressant pour se questionner de façon générale sur son... Alors, l'APEC, c'est l'Agence pour l'emploi des cadres, si vous ne savez pas. Donc, effectivement, c'est réservé aux cadres, normalement. Mais il y a des ressources dessus qui peuvent intéresser des gens qui ne sont pas forcément cadres. Oui. Et puis, les posts LinkedIn de Nathalie. Nathalie, Sandra, orientation et autres. Oui, orientation, bien sûr, parce que l'idée, c'est d'accompagner. Moi, ce que j'ai apprécié dans les posts LinkedIn d'orientation, ce sont vraiment des petites infographies très pratiques qui permettent, voilà, en 5 secondes de réfléchir sur un sujet
précis. La dernière fois, je crois qu'il y avait quelque chose sur les idées reçues par rapport au fait de réaliser un bilan de compétences ou pas. Et ça, Ouais. j'ai trouvé ça assez intéressant parce qu'un discours que j'ai beaucoup entendu, c'est pas le moment, t'as pas le temps. Bref, en fait, c'est jamais le moment de faire quoi que ce soit. Mais en fait, si prendre du temps pour se poser et réfléchir, moi, je crois, et c'est une de mes convictions profondes, qu'on gagnera du temps par la suite. Parce que Mm. je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, mais plus un projet est préparé, plus ça permet de le porter par la suite. Et donc, on a identifié un petit peu les zones d'ombre qui permettent, voilà, après, d'être anticipées, de prendre des risques selon le niveau de risque que l'on a envie de prendre, etc., etc. Alors moi, j'entends un truc terrible, et heureusement, les gens qui viennent me voir passent au-dessus de ça. C'est, ouais, on m'a dit, et c'est vrai, hein, je l'entends vraiment, c'est un truc de fou. On m'a dit qu'un bilan de compétences, ça sert à rien. Ah ouais? Ah, Ouais, ouais. j'avoue, j'ai pas Je entendu sais ça. pas qui répand cette idée-là, mais je pense que pour toi, c'est comme pour moi. Les gens qui ont fini un bilan, bah, ils arrivent, c'est tout flou dans leur tête, et ils partent avec un projet bien ficelé, quoi. Mmh. Qui est ficelé et qui est surtout, comment dirais-je, normé d'un point de vue temporel. C'est-à-dire Mm. qu'on donne de la perspective sur maintenant vous êtes autonome pour gérer votre projet après tout le Mm. temps de 24 heures que nous avons fait ensemble. Mm. Et maintenant, vous savez comment déployer les prochaines étapes, selon quelle échéance, sur quoi concrètement vous vous engagez vis-à-vis de vous-même pour la suite de votre parcours professionnel. Donc c'est vrai que je suis un peu étonnée d'entendre ça. De mon côté, je ne l'ai jamais entendu. C'est vrai. J'ai plutôt entendu voilà, sur la question du temps, et enfin principalement sur la question du temps, mais sur cette question-là de l'utilité, non, je suis Ah assez ouais, c'est vrai. surprise. Ouais, Moi, je suis moi, il y a assez des gens qui surprise. sont venus me voir en me disant: «On m'a dit qu'un bilan de compétences, ça servait à rien, mais je suis venue vous voir quand même». Comme quoi, au final, ça a fait l'effet inverse, c'est-à-dire que les gens sont quand même venus. Donc, bon, ok, Ouais. Après, charge à moi de de les convaincre. Bah oui, oui, bien sûr, bien sûr. de leur démontrer, l'utilité du dispositif, quoi. Oui, tout à fait. Incroyable, hein. Mmh. Généralement, les personnes qui ressortent du bilan de compétences sont plus au clair de façon générale, bien évidemment sur leurs valeurs, leurs aspirations, sur leur motivation, mais aussi sur le type d'organisation et sur le type de management aussi qu'ils Ouais. veulent pour eux pour la suite de leur carrière. Et ça, je trouve que c'est vraiment un élément assez important qui n'est pas, enfin en tout cas que moi j'ai pas vraiment connu, on va dire, dans ma carrière jusqu'à maintenant. Enfin en tout cas quand j'étais salariée, c'est de se dire quel type de management j'attends et qu'est-ce qui Mmh. me correspond et du coup ce qui ne me correspond pas et surtout ce dont je ne veux plus. Ouais. Voilà, donc c'est différents éléments, mais de se questionner là-dessus, ça permet aussi pour moi d'avoir une meilleure intégration, de façon générale, de pouvoir un petit peu plus sereinement prendre son poste et d'enlever aussi certaines barrières. Donc cette question-là, mine de rien, elle n'est pas anodine. Et c'est vrai que dans le cadre du bilan de compétences que nous, on fait avec cette Mmh. méthodologie-là, elle pose clairement ce sujet. Donc, voilà. Ouais. Ça me fait penser à un truc, c'est, de quoi je ne veux plus, et je crois qu'il faut qu'on aborde un truc pour 2025, c'est que le rapport de force entre employés et employeurs, il a changé aussi. Mm. Et il est en train de changer, oui. Il a basculé quand même beaucoup plus à l'avantage du salarié, qui a quand même plus de pouvoir sur le choix. Il y a quand même beaucoup de postes en ce moment à pourvoir, et j'ai envie de passer un message d'espoir à tous ceux qui sont malheureux dans leur travail actuellement. On cherche plein de profils dans plein de secteurs aujourd'hui. On parlait de l'industrie, on parlait, voilà. Et peut-être que, comme disait une ancienne cadre à moi il y a longtemps, quand la vague elle est haute, il faut la surfer. C'est-à-dire que Mm. c'est un bon moment en fait pour changer de boulot Oui, actuellement. oui, tout à fait, tout à fait. C'est une bonne période pour profiter du fait que, bah oui, les salariés sont plutôt en force,
et pour aller peut-être négocier quelque chose, voilà, réfléchir à une éventuelle évolution. Les opportunités qui existent aujourd'hui n'existeront peut-être plus demain, on ne sait pas. On n'a pas de boule de cristal, hein, ni toi, Sandra, ni moi. Et peut-être que c'est le moment d'aller chercher de l'info, de faire le point et de réfléchir à quelles sont les opportunités. Qu'il s'agisse d'ailleurs de créer une boîte ou changer de boulot. Hein. Voire même pourquoi pas, de développer un deuxième projet tout en restant salarié, de tester des choses, ça c'est sûr, c'est important. Et aussi d'aller prendre de l'info, c'est-à-dire que LinkedIn aujourd'hui, c'est un bon exemple, tu le sais, de se dire qu'est-ce que je fais de cet outil-là en fait. Pour moi, pour la suite de ma carrière, aller questionner des gens en message privé pour se renseigner, c'est déjà un premier pas. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément changer demain, mais prendre de l'info, pour moi, ça fait partie aussi de la démarche. Et ça, je trouve que parfois, en tout cas, les gens que j'ai rencontrés dans le cadre de mon métier de consultante en évolution professionnelle, je sens souvent un peu de réticence, de frilosité, justement, d'aller questionner, de dire « Ah, mais toi, tu fais quoi? Ça m'intéresse. Est-ce qu'on peut prendre un café pour qu'on s'en parle? Un café virtuel ou un café en présentiel ?» Bref, de faire une démarche pour aller se renseigner sur quelque chose d'un peu différent, voire même de complètement différent. Et LinkedIn, aujourd'hui, c'est vraiment une ressource pour ça. Dans les ateliers que tu avais fait sur LinkedIn, justement, un des constats que tu avais fait qui m'avait beaucoup marqué, c'est qu'au final, peu de gens publient sur LinkedIn. C'est vrai que moi, je suis beaucoup abonnée à des gens qui publient beaucoup, donc je ne voyais pas, on va dire, ça. Mais ça aussi, prendre de l'info après avoir lu un article et aller questionner l'auteur, ça peut être aussi tout à fait intéressant de porter plus loin le sujet, voire même de se l'approprier et d'essayer d'apporter, de transmettre peut-être une idée nouvelle, une autre orientation. Pourquoi pas? Là aussi, tout est possible, en fait. Et c'est ça aussi, le fait de saisir une opportunité professionnelle, elle peut être partout. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. C'est vrai que la masse de gens sur LinkedIn, elle est silencieuse pour plusieurs raisons. Si c'est des salariés, ils veulent pas forcément que leurs collègues ou que leur employeur sachent qu'ils consultent des contenus sur LinkedIn, donc ils vont éviter de réagir pour pas qu'on voit qu'ils ont liké ou commenté tel ou tel contenu. Il y en a qui auraient envie de publier, de s'exprimer, mais voilà, qui sont pour qui il y a des risques ou imaginaires ou réels, professionnels, et qui du coup ne le font pas. Et ça, c'est des lecteurs d'ailleurs potentiels pour ceux qui publient. Des fois, on a un peu l'impression de publier dans le vide, alors qu'on a des lecteurs qui parfois sortent comme ça de nulle part et qui nous lisent depuis 2 ans, quoi. C'est un truc. Et qui recontactent aussi derrière après pour te dire j'ai vu ça de toi, je suis étonnée, ou alors ça m'a plu et j'aimerais bien aller plus loin. C'est ça. Moi, c'est quelqu'un qui est entre guillemets sorti du bois comme ça et qui m'a dit ça fait 3 ans que je consulte vos contenus. Et quoi? Mais je ne vous connais pas. Ok, très bien. Je crois que ça a été mon record de longévité dans le silence, tu vois. Oui. Les petits fantômes de LinkedIn. Cela dit, il y a de plus en plus de gens quand même qui publient, qui s'expriment, tout simplement parce qu'il y a de plus en plus d'indépendants aussi. Grand mouvement 2025 également, le recul du salariat et l'avancée du freelancing et des indépendants qui correspond au mouvement qu'on voit aux États-Unis où on se rapproche gentiment d'une personne sur 2 qui est indépendant. Donc recul du salariat, c'est systémique, voilà, il y a plein d'explications. Il est possible qu'on fasse le constat au bout d'un moment que le salariat en fait était massif, que tel qu'on l'a connu était une anomalie de l'histoire post-guerre, parce qu'en fait c'est relativement récent si on met ça en perspective avec l'histoire de l'humanité. Donc à observer, mais oui, il y a de plus en plus d'indépendants et d'indépendants qui publient. Pourquoi? Pour trouver des clients, tout simplement. Donc la pression concurrentielle est plus importante qu'hier quand même sur LinkedIn, faut dire ce qui est. Et j'ai l'impression que sur ces
trucs-là, plus on va avancer dans le temps, plus ce sera difficile finalement de faire son trou, quoi. Mais bon, je dis pas que c'est pas possible. Il y a toujours des gens qui vont réussir à émerger rapidement, facilement. Mais ça reste des profils très particuliers, quoi. Oui, d'accord. Mais c'est intéressant justement de voir en dehors de l'étude là sur le top 10 ou plus des métiers porteurs pour 2025, de voir aussi comment LinkedIn, au fur et à mesure de ses évolutions économiques, va se positionner, qu'est-ce qu'ils vont mettre en avant, comment l'algorithme va évoluer, comment les gens vont évoluer aussi en termes de réflexion, de comportement sur cette plateforme. Bref, qu'est-ce qui va se passer en fait à l'avenir, parce que les réseaux sociaux évoluent aussi avec notre monde. On le sent bien maintenant en ce moment avec 2-3 événements récents qui sont sortis de responsables internationaux de certains réseaux sociaux. Bah ouais, Voilà. Qu'est-ce que va devenir LinkedIn, ouais. Ouais, là, on a Meta avec Mark Zuckerberg qui a fait une grande, comment dire, annonce pour dire qu'ils allaient réduire la modération drastiquement sur Instagram, enfin sur la partie Meta, c'est-à-dire Instagram et Facebook. On a X qui avait déjà pris les devants, donc anciennement Twitter pour ceux qui n'ont pas suivi, et donc voilà, très peu de modération, et qui est devenu, moi je trouve que X est devenu infréquentable, personnel. Enfin, j'ai un compte X, hein, de temps en temps je mets un petit message, mais c'est pour moi la plateforme elle est relativement cramée, enfin en tout cas pour un usage qui est le mien. Donc c'est un peu inquiétant. On a pas mal de gens qui, en ce moment, sont en train de migrer vers des plateformes secondaires. Là, moi, j'ai créé un compte Blue Sky pour voir un peu ce qui s'y passe comme alternative à X. Bon, à suivre. Je dirais à suivre, mais c'est sûr que les grands mouvements et les algorithmes changent aussi. Par exemple, pour 2025, si tu veux être lu davantage, il faut savoir que ce qui est mesuré désormais, c'est moins les commentaires et l'engagement direct, comme les likes et tout ça, que le temps que les gens passent sur ton post, qui est mesuré, et que le nombre de partages du post, y compris envoyés en message privé. D'accord. Donc, si tu veux que ton post il soit boosté, essaye de le fitter pour qu'il donne envie d'être partagé en message privé. Donc, il faut qu'il y ait de la valeur immédiate, activable et directe pour l'usager, quoi. Donc, le temps passé sur le contenu et les partages, voilà, ce qu'on appelle les signaux faibles. D'accord, ok. Mais voilà, tout ça évolue. Oui, donc même LinkedIn est en constante évolution au final. Donc on va voir Toutes les plateformes. Et on voit un grand mouvement aussi sur LinkedIn, c'est l'arrivée des vidéos courtes type TikTok aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Ça m'a étonnée d'ailleurs de voir ce type de vidéo. Ouais. Et je crois même que dans l'onglet vidéo, je crois qu'on. Ouais, en bas. Quand tu prends ton téléphone, c'est en bas à gauche maintenant. Oui, c'est ça. ça. Tu as l'onglet vidéo. Si tout s'est bien passé c'est ça. des mises à jour. Et en fait, il y a Thomas qui nous dit que Blue Sky c'est bien. Ok, Blue Sky c'est cool. Écoute, ça fait pas longtemps que j'y suis. Hein. Ça fait quoi, une grosse semaine que je publie pour de vrai. Les gens ont l'air plutôt sympas à suivre. Il semblerait qu'il y ait quelques arnaqueurs de Twitter X qui aient commencé à migrer. Voilà, c'est relou, mais c'est beaucoup moins massif que sur Twitter pour l'instant. C'est pas mal. Et ouais, on parlait des formats courts. Ouais, ça c'est quelque chose qui a des chances de. On dérive un peu sur les réseaux sociaux, mais en fait c'est très lié à l'activité économique des indépendants qui sont qui vont beaucoup chercher de clients et communiquer par là. Oui, tout à fait. Puis en termes d'évolution professionnelle, LinkedIn, même si on l'a vu tout à l'heure, c'est quand même pour une population CSP+, ça reste quand même un outil de recherche qui est assez intéressant pour aller rechercher des postes, voir ce qu'un type d'organisation publie sur LinkedIn en termes de postes ou non, comparativement avec d'autres moteurs de recherche d'offres d'emploi. Enfin voilà, moi j'aime bien creuser aussi ces aspects-là parce que ça permet aussi de voir comment l'organisation se positionne, oui, les histoires de faux IBAN, aussi sur ce média-là par rapport à d'autres médias, moteurs de recherche sur les offres d'emploi.
Ouais. Complètement. Tout à fait, ça reste intéressant. C'est marrant parce que j'ai lancé une requête en parallèle pendant qu'on discutait sur les 20 métiers les plus porteurs en 2025 et cette fois j'ai élargi le spectre de recherche selon les classements récents. Et tu sais quoi, on retrouve peu ou prou les mêmes qu'on avait identifiés sur LinkedIn déjà. D'accord. Ok. Ok. Il y en a quelques-uns qui sont sortis: directeur établissement de santé, responsable design, responsable d'export. Mhm. Tu vois, on est très très proche en fait. Hein. Très très proche. Oui. Donc, ouais, on sait vers quoi il faut. Mais c'est des postes très qualifiés, quoi. Oui, complètement. C'est des profils au moins d'ingénieurs, quoi. C'est des profils au moins d'ingénieurs. Ouais, donc arrivée de la vidéo et des formats courts sur LinkedIn, Sur LinkedIn, bah, oui. sache que les derniers posts qui ont vraiment pumpé, c'est des formats comme ça. Si, voilà, si tu connais des gens qui veulent décoller sur LinkedIn très vite, ben, les formats courts TikTok, en maîtrisant également les codes. Donc c'est là où il faut maîtriser à la fois les codes du format court avec un hook puissant et quelque chose qui attire l'attention très vite, très fort. Et en même temps, les codes de LinkedIn qui sont quand même particuliers parce que bah, y a des choses que tu peux pas te permettre sur LinkedIn, beaucoup moins que sur TikTok ou autre. Tu peux décoller très fort. Oui, Décoller très fort. Ouais. Je ne vais pas forcément donner beaucoup plus d'astuces que ça. Que ça, oui. Bah, ça, c'est déjà bien. Même si j'en ai. Mais en août, j'ai fait mon premier post, c'était à plus de 100 000 vues. Et c'était un format comme ça. Sur LinkedIn. Ok. Et autre truc que j'ai observé qui est vraiment intéressant, c'est que les gros pumps que j'ai fait là ces derniers temps, c'est-à-dire des posts à 100 000, 50 000, enfin quelque part entre 50 000 et 100 000, ce qui est déjà une performance pas mal hein, pour un compte comme le mien qui est aux alentours de 15 000 abonnés. C'est toujours à des moments où les gens publient pas, c'est-à-dire pendant les vacances, pendant les week-ends. Tu sais, je vais balancer un truc un dimanche après-midi, ça va faire... Pourquoi? Parce que moins de pression concurrentielle. Et c'est là que tu vois la mécanique de la pression concurrentielle qui, à mon avis, est très sous-estimée. Si je prends les mêmes postes et que je les balance le lundi matin, je suis quasiment sûre que la performance sera pas du tout la même. En fait, tout le monde va poster lundi matin à 7h30, 8h. Tu vois le truc? Oui, c'est vrai que ce matin, en ouvrant mon LinkedIn, c'est ce que j'ai vu. C'est-à-dire que très tôt, la première connexion que j'ai dû faire, il devait être 7h50, quelque chose comme ça. Il y avait déjà énormément de posts disponibles sur mon feed. Et ça m'a effectivement, ça m'a alertée, enfin positivement, hein, mais j'étais curieuse de me dire, bah, tiens, à cette heure-là, il y a autant de choses déjà. Donc oui, en fait, tout le monde publie au même moment parce que ça rentre dans le calendrier que tout le monde a appris. Ouais, mais le problème, c'est que là c'est trop tout le monde d'un coup, quoi. Oui, c'est ça, c'est trop tout le monde d'un coup. Et, et du coup, après, quand tu retournes, mais ne serait-ce qu'une demi-heure après, ça s'est rempli d'autres choses. Donc, tu perds aussi parfois le poste que tu voulais absolument, enfin, sur lequel tu voulais absolument revenir. Donc, effectivement, il y a un problème de visibilité. Ouais, il y a un problème de surconcurrence, tout le monde à la même heure. En plus, c'est des postes qui ont été programmés, pour certains, rédigés par de l'IA. Enfin, en fait, il y a un problème de une quantité qui assaille la plateforme. Oui, d'un seul coup. Si tu fais ton post à 14h15 dimanche après-midi, Là, c'est sûr, il y a moins de concurrence. a priori, là, après, et pourtant, ouais. Ou des samedis à 10h, improbable, quoi. 19h, tu sais, samedi 19h. Enfin, tu dis, bon, mon post, il est mort, quoi. Boum, 50 000 vues. Quoi? Donc, au final, les gens vont quand même sur LinkedIn le week-end à des heures un peu indues. Et... Ouais, parce que je pense que les gens, ils ont moins une vie que ce qu'on croit. Surtout passer un certain âge. Je pense qu'il y a pas mal de gens, ils s'attendent le lundi matin, le boulot pour eux avoir une vie, tu vois. Ouais, non, je comprends.
D'où le côté franchement, social du travail et de se dire que le télétravail, ouais. c'est pas 100%, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Mais c'est vraiment, voilà, une Il y a alternance. c'est ça dé ouais, j'ai envie de dire ça dépend, ça dépasse, faut laisser le choix aux gens, en fait. Oui, bien sûr, il y a des collaborateurs, qui, un 100% télétravail leur ira très bien parce que Ouais, par ailleurs, voilà, ils ont d'autres mécanismes de socialisation et c'est d'autres ça. pour qui le 100% présentiel, ça ira très bien et d'autres qui ont besoin, d'une alternance, qui ou Ouais, alterner présentiel et distanciel, ça se joue autrement, quoi. c'est ça. À mon avis, il faut pas être dogmatique, sur ces thèmes-là. Non, 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 complètement. C'est, Puis aujourd'hui, on a le choix. Donc, utiliser aussi les ressources, comment dirais-je, j'allais dire les objets, pas du tout, mais toute l'informatique qu'on a à notre disposition justement pour faire ce type de choix-là, c'est mmh intéressant. Et en avoir conscience aussi de quel est notre besoin. Euh, on parlait tout à l'heure dans le cadre du bilan de compétences quand on travaille sur son management, mais aussi sur le type d'organisation et du coup comment on va se projeter sur notre futur poste de travail, de quoi on a besoin pour faire en sorte qu'on soit efficace, performant, qu'on soit vraiment aussi dans l'efficience, dans une relation constructive aussi avec notre équipe, notre nouveau poste, de quoi on a besoin concrètement. Donc mh. aller chercher aussi cette question du besoin, c'est essentiel. C'est essentiel. Qu'est-ce qu'on peut dire pour résumer alors, en 2025, si vous êtes pas bien dans votre boulot, c'est peut-être le moment de faire le point? De faire le point et de vous faire accompagner surtout. En tout Mmh. cas, pour ma part, c'est essentiel parce que ça vous aide à prendre du recul, ouvrir des portes que vous n'auriez peut-être pas vues tout seul, et puis juste se questionner, aller rechercher des informations, s'appuyer sur des professionnels aussi de ce sujet-là, et Mmh. sur des méthodologies qui sont reconnues pour voilà, apprendre à penser out of the box, comme on dit. Et puis se projeter aussi avec sérénité, apaisement et que notre projet devienne un vrai projet de vie puissant, épanouissant et puis surtout bien ficelé, bien construit. Sandra Perronne-Lévin, on te retrouve où exactement? À Montrouge, dans le 92, en présentiel, à distance aussi, avec orientation sur plein de sujets. Et puis, bien évidemment, avec toi, Nathalie, qui est de Périgueux, à Ouais, distance et en présentiel aussi. ouais, Voilà. tout à fait. 3 jours, par semaine en présentiel, 2 jours en distanciel. J'ai Mm. découpé, ma semaine comme ça. Mm. Pareil. Et puis, moi, j'ai envie de vous dire, en 2025, on est en forte période de transition Mm. professionnelle. Et il y a des opportunités aujourd'hui qui n'existeront probablement pas demain, notamment des opportunités liées à l'intelligence artificielle, mais aussi aux mutations sociétales générales, globales, notamment le développement des activités des indépendants et freelance. Et donc, d'une certaine manière, c'est la crise, et d'une autre manière, c'est des opportunités. Avec toutes les crises, apparaissent des opportunités, et ça peut être un tournant où il est intéressant de réfléchir, si vous n'êtes pas bien là où vous êtes, ou si vous êtes en risque de perdre votre emploi, de switcher. Mm. Switcher, c'est peut-être le bon moment. C'est peut-être le bon moment. Le reste à charge, CPF ne fait que monter. Et ouais, j'ai envie de mettre l'accent aussi sur quelque chose qui est flagrant pour moi. J'en ai parlé à la radio il n'y a pas longtemps. Euh, c'est que les compétences techniques se périment de plus en plus vite, Mm. parce que la technicité augmente, et que la technologie change très vite actuellement, évolue très vite. Et que donc, développer ces soft skills est d'autant plus primordial aujourd'hui, parce que ça ne se périme pas, ça reste un socle pour développer tout le reste qui s'apprend. Voilà. Mm. Donc, peut-être accepter d'apprendre encore et toujours les choses qui sont techniques, et par contre prendre la peine de développer toutes les soft skills, la capacité à communiquer, voilà, l'empathie, la ouais, communication non violente, l'écoute, la gestion du stress, du temps, etc.
Ça me semble aujourd'hui encore plus primordial qu'hier, dans le sens où avec l'accélération des technologies, ben oui, ce que vous apprenez cette année sera peut-être périmé l'année prochaine. Ouais. Complètement. Et du coup aussi apprendre à apprendre de façon générale Ouais. sur soi, sur les autres, sur tout Toute type de la vie. compétences, tout. Complètement. C'est très dangereux actuellement professionnellement de s'asseoir sur ses acquis et de se satisfaire de là où on en est et de refuser de continuer à apprendre. C'est très dangereux parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pris la mesure de ce qui va se passer avec le développement massif des IA. Notamment automatisation IA. Et il va y avoir des crises sectorielles majeures et les gens, en fait, je vois des gens qui se font aussi une fierté, tout comme j'ai connu des gens quand j'étais enfant qui se faisaient une fierté de ne pas vouloir utiliser l'informatique. Puis j'ai connu des gens qui se faisaient une fierté de ne pas vouloir utiliser les smartphones. Aujourd'hui, je vois des gens qui se font une fierté d'aller peu sur Internet et de ne pas vouloir utiliser l'intelligence artificielle parce qu'il y a des postures. Et ça, professionnellement, ça me semble dangereux aujourd'hui. Parce qu'une fois qu'on est largué pour quand on a raté le tournant pour corriger le tir, tu vois. Oui, ça prend du temps et c'est plus complexe du coup. Je dis pas que c'est impossible, mais puis il y a des opportunités qui ne reviennent jamais aussi. C'est une réalité. Hein. Oui, tout à fait. C'est-à-dire on peut changer à tout âge, on peut évoluer, apprendre à tout âge, mais il y a des opportunités de circonstances qui émergent avec des technologies émergentes. Et peut-être que ça vaut la peine de se remettre un peu en question des fois dans ces postures. Ça sera le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin. Sandra, est-ce que tu as bien aimé ce petit échange? Oui, pour une première, c'était très intéressant. Ça donne envie de poursuivre du coup sur plein d'autres sujets et notamment de revenir, pourquoi pas sur le bilan de compétences, il y a d'autres aspects à présenter, sur LinkedIn bien évidemment, et puis sur d'autres sujets qui peuvent peut-être être abordés ou demandés par les futurs auditeurs. On verra si on a des demandes. On verra si vous avez des demandes, faites-les. Et on vous répondra. En tout cas, vous savez où nous retrouver. Il y aura une version podcast de cet échange pour ceux qui préfèrent le côté uniquement audio ou qui veulent aller se balader en écoutant ça. Je t'enverrai la version podcast, Sandra. Et puis voilà, bon week-end à tous. Bon week-end. Ciao, ciao.